Les stratégies de l'hypocrite. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Molière. Dom Juan, 1665. Le constat est sans appel, depuis Molière, l'hypocrisie, qu'elle soit politique ou sociale, n'a pas disparu. Dans Tartuffe ou Dom Juan, Molière a moqué, raillé, critiqué l'hypocrisie. Mais, force est de constater que près de 350 ans plus tard, la situation n'a pas évolué. Aujourd'hui encore, les politiques sont souvent accusés d'incohérence entre leurs paroles publiques et leurs actions privées. Mais comment définir l'hypocrisie? Pour en comprendre la logique sociale, il convient d'en distinguer deux aspects importants, la valorisation morale recherchée par l'individu, qui espère se montrer plus vertueux que ses actes ne le révèlent, et l'écart, volontaire ou non, entre ses paroles et ses actes. L'hypocrisie est d'abord la conséquence de notre condition sociale et de la gestion de notre image morale. Nous examinerons ici dans quelles circonstances nous sommes hypocrites et pourquoi l'hypocrisie semble, avec le rire, être inhérente à la nature humaine. Rappelons que le mot hypocrites, qui a sa place dans la plupart des langues européennes, désignait, en grec, un acteur de théâtre. Ainsi, au sens littéral, nous sommes hypocrites quand nous jouons un personnage autre que le nôtre. Lorsque nous réalisons une action en l'orientant de façon à produire une meilleure impression si celle-ci est jugée par d'autres. Daniel Batson et son équipe à l'Université du Kansas ont réalisé une étude qui illustre cette définition. Comment démasquer les hypocrites? Les auteurs demandaient à des volontaires de choisir entre deux tâches, l'une agréable, l'autre non, et d'assigner à un partenaire la tâche dont ils ne voulaient pas. La tâche intéressante consistait à passer un test où le sujet recevait, à chaque bonne réponse, un ticket de tombola. L'enjeu de la tombola était un prix de $30, tandis que dans l'autre tâche, on leur disait combien ils avaient donné de bonnes réponses, mais les sujets n'étaient pas récompensés. Les participants pouvaient soit procéder directement à l'attribution de la tâche, soit tirer au sort avec une pièce de monnaie. Cette pièce leur était remise dans un emballage en plastique scellé. Les candidats avaient ainsi la possibilité de faire semblant d'avoir recours au hasard pour dissimuler le fait qu'ils avaient choisi la meilleure option. Les résultats ont montré que ceux qui n'ouvraient pas l'emballage plastifié, et qui, par conséquent, assumaient leur décision, s'octroyaient la tâche la plus agréable dans plus de 80% des cas. Parmi ceux qui décelaient le sac, la proportion était exactement la même. Cela signifie qu'ils voulaient faire croire qu'ils cédaient de la pièce pour prendre leur décision, mais, en fait, ils ne l'utilisaient pas. Une autre façon très astucieuse de démasquer les hypocrites a été imaginée par Mark Snyder et ses collègues de l'Université du Minnesota. Des participants devaient évaluer un film, mais avaient le choix entre deux écrans de télévision. Ces deux écrans étaient simplement séparés par un paravent, et les participants pouvaient apercevoir une personne handicapée de dos qui était déjà assise devant un des postes, et une personne non handicapée devant l'autre. Les auteurs de l'étude cherchaient à savoir si la crainte d'être perçu comme quelqu'un se détournant d'une personne handicapée influence le comportement. Les expérimentateurs projetaient le même film ou deux films différents, et les sujets pouvaient choisir celui qu'ils voulaient voir. Les résultats ont montré que, dans le cas où le même film était projeté, les sujets choisissaient l'écran devant lequel était assise la personne handicapée, mais lorsque les deux films étaient différents, ils choisissaient l'autre poste, prétextant que c'était ce film qu'ils voulaient voir. Les participants avaient ainsi la possibilité d'éviter la personne handicapée, sans l'avouer. Une autre étude utilisant le même dispositif a montré que des participants pour lesquels la religion était une dimension importante de leur identité s'asseyaient davantage près d'une personne noire lorsque les deux films étaient identiques, c'est-à-dire lorsque le fait de choisir l'autre écran aurait laissé croire qu'ils étaient racistes. En revanche, quand l'évitement pouvait être imputé au contenu d'un film, ils évitaient la personne noire en prétendant préférer l'autre film. Des mots aux actes. Se présenter comme une personne qui soutient les victimes de discrimination, par exemple en se montrant proche des minorités ethniques, tout en ayant un comportement qui ne traduit pas cette attitude, résulte souvent d'une volonté d'apparaître sous un jour favorable. Dans une étude américaine datant des années 1970, on évaluait les préjugés raciaux de volontaires au moyen de questionnaires préliminaires, puis on leur indiquait ensuite qu'ils allaient être interrogés sur leurs croyances. Pour cela, ils devaient choisir l'enquêteur au moyen de fiches qui décrivaient des professionnels très comparables sur de nombreux aspects, origine sociale, religion, cursus. Seules les photographies des enquêteurs étaient différentes, certains étaient noirs et d'autres blancs. Les résultats ont montré que les personnes pour lesquelles la religion était centrale donnaient des réponses aux questionnaires préalables qui ne laissaient transparaître aucune attitude discriminatoire. Cependant,
elles évitaient tout aussi fréquemment que les autres l'enquêteur noir. Autrement dit, les croyants très engagés sont plus vertueux que les autres sur le papier, mais pas dans leurs actes. Dans certains cas, la préoccupation de ne pas se montrer raciste peut aller jusqu'à favoriser une discrimination inversée, purement motivée par la crainte d'être montré du doigt. Dans une ancienne étude américaine, un chercheur observait le sort qui était réservé aux usagers d'un palace qui ne respectait pas le code vestimentaire en vigueur. Lorsqu'un couple se présentait au restaurant et que l'homme était habillé de façon trop décontractée, leur probabilité de ne pas être accepté était 2 fois supérieure s'il était blanc que s'il était noir. Le maître d'hôtel avait pourtant de bonnes raisons d'opposer un refus aux clients peu soignés, mais la crainte d'être suspecté de racisme devait être plus forte que celle d'être mis en cause pour non-application des usages quant à la présentation vestimentaire des clients. L'hypocrisie est un phénomène qui traduit nos motivations morales. Nous avons appris que nos semblables sont sensibles, autant que nous, aux indices de moralité, du style n'être que des masques. Hommage rendu par le vice à la vertu, comme l'écrivit François de la Rochefoucauld, 1613 à 1680, l'hypocrisie illustre la part théâtrale de notre existence sociale. À l'occasion, nous devenons des ventriloques veillant à conserver les apparences de l'impartialité. Pour produire une bonne impression auprès de notre entourage, nous octroyons des sommes d'argent plus élevées lors d'une quête si l'on nous laisse entendre que le montant du don sera rendu public, 7 fois plus, selon une étude. Quand nous croyons que notre générosité sera officielle, nous sommes plus généreux avec les personnes nécessiteuses, et répartissons plus équitablement des sommes d'argent entre plusieurs personnes. Selon une étude de Thomas Van Rompuy, de l'Université de Twente, aux Pays-Bas, la présence d'une caméra augmente les conduites d'aide, car nous pensons que notre conduite est observée. Nous sommes également sensibles à notre mise en scène quand nous nous transformons en redresseurs de tort. Des anthropologues ont ainsi étudié le phénomène de punition coûteuse, par laquelle un individu est prêt à perdre de l'argent si cela permet qu'un adversaire n'ayant pas respecté une règle d'équité à un jeu d'argent soit puni. Dans 15 sociétés différentes incluant des groupes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, des sujets ont participé à un jeu de société en ligne durant lequel ils devaient miser des sommes d'argent sur des projets collectifs et se répartir les bénéfices à la fin de la partie. Le justicier démasqué. Durant la partie, certains joueurs essayaient de minimiser leur contribution en misant des sommes inférieures à celles que la majorité proposait, alors qu'à la fin de la partie, les bénéfices étaient répartis à parts égales entre tous. Ceux qui misaient le plus avaient la possibilité de punir par une amende ceux qui ne misaient pas assez, mais, d'après la règle du jeu, ils savaient que s'ils se transformaient en justiciers, ils perdraient eux-mêmes de l'argent. Malgré cette pénalité, les participants préféraient punir l'auteur d'une injustice commise à leur encontre ou même envers un tiers. Une précision toutefois, les joueurs avaient la possibilité de sanctionner les tricheurs, mais les expérimentateurs précisaient à certains avant l'expérience que leur rôle de « justicier » serait visible par tous, tandis qu'à d'autres sujets ils indiquaient que ce rôle resterait anonyme. Les résultats ont montré que les participants endossaient leur cape de justicier seulement si leur héroïsme était rendu public. S'ils devaient rester anonymes, ils oubliaient leurs élans de justiciers vengeurs. Ainsi, nous sommes face à un paradoxe léger. La vertu voudrait que tout acte vertueux reste anonyme, mais il semble que l'homme vertueux préfère que cela se sache. Chacun gérerait son image publique de façon à optimiser sa réputation morale. Au point qu'en certaines circonstances, une action dénuée de contenu moral au moment où elle est réalisée soit même auréolée de vertu. Après coup, ainsi, on a demandé à des volontaires de réaliser un travail fastidieux qui consistait à recopier une longue série de chiffres pour un expérimentateur. Ce faisant, les sujets pouvaient constater qu'un des participants, en fait complice des expérimentateurs, abandonnait l'exercice sans qu'on lui en fasse reproche. On demandait ensuite au sujet de dire s'il se jugeait plus moraux que celui qui avait abandonné la tâche. Dans une autre condition expérimentale, les sujets ne faisaient qu'observer l'expérience et on leur demandait s'ils jugeaient plus moraux, ou non, les sujets qui avaient accompli la tâche jusqu'au bout. Les psychologues ont constaté qu'effectivement tous jugeaient les sujets assidus plus moraux que celui qui avait quitté son poste, sauf dans un cas. Il s'agissait des sujets participant réellement à l'expérience, pas quand ils étaient de simples spectateurs, et quand ils avaient eu l'occasion, avant l'expérience, d'évoquer une valeur personnelle ou un trait de leur personnalité qu'ils jugeaient important. Ainsi, quand, dans une expérience préliminaire, on les avait interrogés sur des qualités personnelles qui les caractérisaient, talent musical, créativité, sens de l'humour, capacité sportive, l'attitude de celui qui, quittait le navire, ne les choquait pas,
Quand le sujet se sent suffisamment auto-valorisé, il ne ressent plus le besoin de se transformer en justicier. La mise en scène joue également un rôle important dans l'évaluation de la valeur morale des actes. Dans une étude, des enfants âgés de 13 ans participaient à un test permettant aux vainqueurs de gagner un prix. Les expérimentateurs commençaient, dans une étape préalable, par demander aux enfants comment ils jugeaient les tricheurs. Puis le psychologue organisait l'exercice. Après avoir passé leur test, les enfants devaient le corriger eux-mêmes. Croyant ne pas être observés, ils pouvaient facilement falsifier leurs résultats. On faisait circuler une feuille de score, et ils pensaient que s'ils y inscrivaient une note supérieure à celle qu'ils avaient réellement obtenue, personne ne le saurait. Les psychologues ont constaté qu'environ la moitié des enfants fraudent effectivement. Le lendemain, les jeunes participants devaient remplir un questionnaire comprenant diverses questions incluant une mesure de l'acceptabilité morale de la triche. On a ainsi mis en évidence un effet intéressant d'autojustification. Les enfants qui avaient triché jugeaient la triche plus acceptable qu'ils ne l'avaient fait dans le questionnaire préalable, tandis que ceux qui avaient résisté à la tentation de tricher se montraient beaucoup plus intolérants vis-à-vis des contrevenants. La religion joue-t-elle un rôle dans les conduites hypocrites, religion et morale étant très liées chez les croyants? Selon de nombreuses recherches, les personnes croyantes déclarent donner davantage aux œuvres caritatives, confessionnelles ou non. Pourtant, les études contrôlées ne le confirment pas. Les individus qui se déclarent croyants n'ont pas de conduite d'entraide ou de comportement coopératif plus que les personnes se déclarant non croyantes. Par exemple, dans une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population habitant en Île-de-France et dans le Nord, on remettait 8 € aux participants pour qu'ils remplissent un questionnaire informatisé. À l'issue de ce test, on leur proposait de céder une partie de cette somme à une association d'aide aux victimes de violences. Les résultats ont montré que ni l'importance accordée à la religion ni la pratique religieuse n'étaient liées à la somme d'argent cédée. La religion ne semble pas motiver les conduites altruistes quand ces conduites ont un coût. Par exemple, dans une étude réalisée par les sociologues américains Samuel et Pearl Olinet et consacrée à 219 Allemands ayant risqué leur vie pour sauver des Juifs de l'extermination, il n'y avait pas plus de religieux. D'autres recherches menées sur le terrain indiquent que si l'on recherche des volontaires pour aider des enfants handicapés, les croyants ne s'impliquent pas plus que les autres. Selon certains travaux, il semblerait que les personnes croyantes sont plus altruistes que les autres seulement quand leur attitude bénéficie aux personnes du groupe religieux lui-même ou à leurs proches. Les situations qui favorisent l'hypocrisie. Certains contextes sociaux favorisent l'hypocrisie, notamment les situations de pouvoir, si l'on en croit les travaux de chercheurs hollandais. La première étape consistait à amorcer un sentiment de pouvoir en demandant aux participants de se rappeler une situation où ils avaient eu beaucoup de pouvoir, ou en leur attribuant une position hiérarchique élevée dans un jeu de rôle simulant l'organisation d'une entreprise. On demandait ensuite aux participants de juger diverses transgressions morales et on leur donnait l'opportunité de voler de l'argent ou de tricher dans un jeu. Les résultats ont confirmé que les positions de pouvoir rendent plus sourcilleux quant aux transgressions des autres, mais incitent à ne pas voir celles que l'on s'autorise. Sonia Sardeva et ses collègues, de l'université Northwestern, ont confirmé ces résultats en demandant à des volontaires de se remémorer par écrit un épisode de leur passé. Selon l'épisode, ils devaient utiliser des mots imposés qui décrivaient soit des qualités morales, équitables, généreux, gentils, etc. qu'ils devaient attribuer à eux-mêmes ou à une autre personne, soit des traits négatifs, déloyal, avare, méchant, etc. soit des mots neutres, livre, clé, maison, etc. Pour respecter les consignes de la rédaction, ils devaient par conséquent amorcer certaines représentations d'eux-mêmes ou des autres. Après cet exercice, ils avaient la possibilité de faire un don à une association caritative. Les résultats ont montré que s'ils avaient l'occasion de faire état de leur propre qualité morale, ils se montraient plus avares. Ils donnaient moins que s'ils devaient décrire les qualités morales d'autrui ou des défauts ou utiliser des mots neutres. Ils remettaient 5 fois moins d'argent dans la condition « qualité morale personnelle » que s'ils décrivaient leurs défauts. Ainsi, se considérer comme une personne exemplaire peut engendrer des conduites qui sont loin d'être exemplaires. De surcroît, non seulement les sujets chez qui les expérimentateurs amorçaient le sentiment de se sentir moralement supérieurs ne l'étaient pas dans les faits, mais ils étaient plus rancuniers vis-à-vis de ceux qui ne respectaient pas les règles et les jugeaient encore plus durement. Cela signifie, comme nous l'avons déjà évoqué dans le cas du sujet justicier, que si le sujet se sent suffisamment exemplaire, il ne ressent plus le besoin d'augmenter cette image d'exemplarité. L'amorçage artificiel de cette qualité réduit le besoin d'enjoliver par ses actes son image publique.
D'autres psychologues l'ont confirmé en étudiant l'attitude de personnes achetant des produits bio. Ils ont montré qu'un consommateur de produits biologiques est jugé plus altruiste et moral que les autres. Pourtant, nous allons voir qu'une telle pratique de consommation suscite parfois des conduites immorales. Les participants à l'étude ont reçu 5 € pour faire des courses sur un site internet de produits alimentaires qui proposait soit des produits ordinaires, soit des produits exclusivement biologiques. Une fois que les participants avaient rempli leur panier, on faisait en sorte qu'ils consacrent quelques minutes à une recherche qui ne semblait pas être liée aux achats qu'ils venaient de réaliser. Hypocrite pour sauver son image morale. Ils devaient alors estimer si le nombre de points qui apparaissaient furtivement sur le côté gauche de leur écran était supérieur ou inférieur à celui qui apparaissait sur le côté droit. À la fin de l'exercice, ils devaient auto-évaluer leur réussite à ce test et s'octroyer une rémunération selon un barème préétabli. Les résultats ont montré que ceux qui avaient préalablement fait des emplettes dans une boutique biologique falsifiaient davantage leurs résultats et s'attribuaient plus d'argent que les autres. Ainsi, quand on incite des personnes à acheter des produits biologiques, leur autosatisfaction morale augmente, et elles seraient ensuite plus enclines à mentir et à spolier les autres. Ou encore, le niveau d'autosatisfaction morale étant atteint, il n'est plus nécessaire de faire d'efforts pour se montrer vertueux. Les individus seraient hypocrites, car ils ont besoin de gérer leur image sociale. Dans la mesure où la perception de moralité détermine les échanges humains, on ne s'étonne pas de l'importance du phénomène dans la vie sociale. Être sportif, intelligent ou bricoleur est une indiscutable source de bénéfices sociaux, mais les aspects de la personnalité les plus valorisés concernent la sphère morale. Des chercheurs ont demandé à des volontaires d'évaluer 300 traits de personnalité en indiquant ce qu'ils apprécient le plus. Le premier trait cité est l'honnêteté, suivi de fiable, amical, loyal et responsable. Les recherches réalisées sur la psychologie de l'hypocrisie suggèrent que nous sommes soucieux de notre réputation morale, même si nous devons jouer la comédie. Nous savons que si nous passons pour immoraux aux yeux d'autrui, le prix à payer sera élevé, exclusion du groupe et solitude, lesquelles ont des conséquences redoutables sur la santé physique et la santé mentale. Pour s'en prémunir, être hypocrite est parfois un moindre mal. Sans fausse hypocrisie.